bienvenue, coucou YouTube, bienvenue pour cette vidéo présentation du biathlon. On est en live actuellement sur ma chaîne Twitch. Voilà, donc vous allez découvrir le biathlon. Si vous voulez en savoir un petit peu plus et vivre ce qu'on vit actuellement en live et pouvoir poser des questions en direct, n'hésitez pas à me rejoindre en live sur ma chaîne. Voilà, je parle de sport mais de plein d'autres choses aussi. D'ailleurs, je voulais pas dire ceux du live, mais vous pouvez poser des questions. Franchement, n'hésitez pas à poser des petites questions, n'importe quand. Voilà, soit je les lis maintenant, direct, soit j'attends un petit peu, voilà, la fin du chapitre. On s'adapte. Voilà. Alors, nous sommes donc partis. Je vous ai préparé, regardez-moi ça. Un magnifique petit diaporama. Le biathlon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le biathlon? Alors, le biathlon, donc comme je l'ai dit, c'est un sport que j'adore, de par sa dramaturgie. Ce qui est trop bien, c'est qu'en fait il y a une partie ski et une partie tir. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Et du coup, voilà, moi j'adore ça parce qu'il peut tout se passer et en fait, quelqu'un peut prendre de l'avance en ski, etc. Et tout peut être remis en cause en fait à chaque tir. C'est-à-dire que il suffit qu'il y ait un peu de stress, etc. Quelqu'un sait pas trop comment gérer son avance. Et bah, ça devient tout de suite galère et il se passe des choses, il se passe plein de choses et des grands renversements de situation. Et nous, ce qu'on aime dans le sport, évidemment, c'est ça. Donc voilà. Alors, le biathlon, qu'est-ce que c'est? Pour vous expliquer, attends, je sais plus sur quoi il faut que je clique. Pour vous expliquer, voilà, j'ai fait un petit programme. Donc, on va commencer dans un premier temps par voir d'où ça vient. D'où ça vient le biathlon rapide, hein, on va pas faire le mode historien. Histoire qu'on comprenne tout. C'est moi, pour la culture G, même moi, ça m'a permis d'en apprendre un petit peu plus. Ensuite, on va parler un petit peu des règles basiques, voilà, pour vous kiffer le biathlon, pour que vous puissiez comprendre si jamais un jour vous voulez vous y intéresser, même que vous tombez sur un petit live de biathlon, voilà, les petites règles basiques pour tout comprendre, avec les différentes épreuves et tout. Je vais vous expliquer rapidement, on va pas faire ça barbant. Et puis je vais vous présenter aussi un petit peu les figures du biathlon, voilà, qui est les Mbappé du biathlon, les grandes figures du biathlon, voilà, pour que vous connaissiez un petit peu des noms différents, que ce soit voilà, hommes, femmes, il y aura de tout. Voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'aime bien ce sport, c'est que c'est très mixte. Il y a hommes et femmes. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup ça. C'est pas le niveau féminin est vraiment mis en valeur par rapport au niveau, masculin, quoi, tout simplement. Alors, donc dans un premier temps, d'où ça vient? Alors le biathlon, ça vient du coup des pays nordiques, en effet. C'était du coup à l'époque, alors je sais plus quelle époque, mais je pense que, enfin historiquement en tout cas, ce qui en ressort, ce qui est dit, on n'est pas trop sûr évidemment, mais ce qui en ressort, c'était que ça vient du temps des pays nordiques quand les habitants devaient chasser, en fait, tout simplement chasser, devaient partir chasser. Du coup, ils chassaient avec des skis. Alors c'est pas les skis qu'on a aujourd'hui évidemment, mais ils partaient, voilà, chasser à ski. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu cette dynamique de, voilà, une partie à ski et puis une partie tir pour la chasse. Voilà, donc c'était vraiment à l'époque, ouais, comme on peut le voir ici sur le petit schéma. Voilà, c'était vraiment des chasseurs en fait qui se déplaçaient à ski dans les pays nordiques où il y avait de la neige une grande partie de l'année. Mais évidemment tout ça, du coup, ça a évolué et ensuite c'est devenu une discipline plutôt militaire. Voilà, c'est plutôt l'armée qui s'est emparée de ça. Et salut Souci YouTube, bienvenue à toi. Donc c'est plutôt, on parle biathlon hein, aujourd'hui, petite présentation biathlon. Donc ensuite c'est devenu une discipline militaire, comme je disais. Donc c'est l'armée qui s'est emparée de ça pour justement, voilà, dans tous les combats qu'il y avait dans les pays nordiques notamment. Voilà, il fallait pouvoir se déplacer, on va dire, efficacement et rapidement. Et du coup, voilà, on en est arrivé à intégrer ça dans l'armée. Et donc voilà, pour être un bon soldat à l'époque, il fallait être à la fois un bon tireur, mais aussi un bon skieur. Voilà. Et donc en 1895, pour un petit peu situer, mettre des petites dates dans tout ça, a eu lieu donc le premier championnat militaire de biathlon. Voilà, à l'époque ça s'appelait pas exactement le biathlon, mais grosso modo voilà, 1895, premier championnat militaire. Et puis quasiment 100 ans plus tard, en 1998, il y a eu la création de ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'IBU, l'Union internationale du biathlon, donc International Biathlon Union. Voilà, c'était la première voilà, grosse instance de biathlon. Et voilà, et aujourd'hui du coup c'est toujours l'IBU et on a du coup des championnats. Alors, il y a 3 niveaux de championnat, on va dire. Il y a le niveau World, il y a le niveau UBU
qui est le niveau, on va dire, inférieur. Et il y a aussi une compétition chez les jeunes, quoi. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, à savoir les règles. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Rapidement, vous allez voir, franchement, c'est simple, c'est pas très compliqué. Et puis, t'as pas besoin de savoir la règle, machin, pour comprendre, hein, franchement. Alors, comment ça se passe? Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais bouger ma cam. Hop, voilà, parce que j'ai vu que j'ai mis les petits trucs là-haut. Alors, comment ça se passe? Donc, vous voyez ici, il y a un circuit. J'ai créé un petit circuit. Donc, vous voyez, avec un point de départ et un point d'arrivée. En fait, comment ça se passe? C'est qu'en fait, il va y avoir des tours de piste. Voilà, tout simplement, les coureurs vont faire les athlètes vont faire des tours de piste. Et en fait, à la fin de chacun de ces tours de piste, il va y avoir du coup une zone de tir. Voilà, une zone de tir avec une séance de 5 cibles, comme vous voyez ici, à abattre, à blanchir, on peut appeler ça aussi dans le jargon. Et donc du coup, le but du jeu, c'est de tirer, en fait, d'atteindre les 5 cibles qui sont là. Et si jamais on n'y arrive pas, on a des malus pour chaque cible qu'on a manqué. Les malus qui varient selon l'épreuve. Voilà, je vais vous les présenter. Mais grosso modo, c'est ça. On a des tours de piste à faire. Et entre chaque tour, on a une série de 5 tirs, de 5 cibles à abattre. Et donc, évidemment, vous vous doutez bien que c'est complexe parce que les cibles sont à 50 mètres et font la taille à peu près d'une balle de golf. Voilà, donc grosso modo, c'est rien du tout. C'est vraiment minuscule. Donc, vous vous doutez bien qu'avec l'effort du ski, je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ont déjà fait du ski. Vous vous doutez bien qu'avec l'effort du ski de fond, parce qu'en plus c'est du ski de fond, hein, c'est pas juste la descente, faut pousser et tout, des fois ça monte, il y a même des petites montées. Vous vous doutez bien que le cardio, les BPM s'envolent, le cœur commence à bien pomper et du coup on est essoufflé et c'est compliqué parce qu'il faut vraiment viser, je vous le dis, c'est vraiment tout petit quand vous êtes à 50 mètres, un truc comme une balle de golf, c'est vraiment rikiki quoi. La zone de tir est forcément juste avant la ligne de départ, nous dit Timothée. Très bonne question, Timo. Je crois que oui. En fait, en général, la zone de tir elle est au niveau de la zone de départ. Et en fait, un tour, c'est vraiment donc, le départ plus la fin du premier tir. C'est-à-dire que dès qu'ils sont sortis de la zone de tir, c'est le deuxième tour qui commence en fait. Voilà. Et ensuite le troisième, etc. Voilà. Et donc voilà. Ouais, en gros, c'est tout le temps à la fin. Ouais, c'est jamais au milieu. Et du coup, en fait, en général, il y a soit 3 tours, soit 5 tours. Voilà. Donc du coup, si jamais il y a 3 tours, il va y avoir que 2 séances de tir. C'est-à-dire qu'ils vont faire un premier tour, une séance de tir, un deuxième tour, une séance de tir, et un troisième tour, et ils rentrent. Ils rentrent par là, comme ça, hop. Ou s'il y a 5 tours, ils vont faire du coup 4 tours avec des séances de tir, et un cinquième, où là, du coup, ils vont pas passer le 5. Ils finissent leur quatrième, hop, et du coup, le cinquième, ils font ça. Ils viennent là et ils passent pas sur la zone de tir, ils viennent direct à l'arrivée. Voilà comment ça se passe. Donc c'est 3 ou 5, et ça va dépendre évidemment de l'épreuve. Je vais vous expliquer ça juste après. Voilà, je sais pas si vous avez des petites questions. Grosso modo, c'est simple, hein, des tours de piste, et on tire entre chaque. Voilà. Alors, du coup maintenant il y a plusieurs, elle aussi bien, ouais, elle est à 50 mètres chez les hommes et chez les femmes. Ça, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence du tout. La seule différence qu'il va y avoir entre les hommes et les femmes, que j'ai pas noté là, donc très bonne question, c'est que c'est la distance des épreuves, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir des épreuves, par exemple, une épreuve qui fait 20 km chez les hommes, elle va en faire que, je crois, 15 chez les femmes. Voilà. En gros, on va réduire la distance, un petit peu comme au tennis, en fait, pour faire un parallèle au tennis. C'est vraiment la structure, le terrain et tout ça, ça change pas. C'est vraiment la durée qui va changer quoi pour les femmes. Voilà. Donc du coup, comme je vous ai dit, il y a plusieurs types d'épreuves. Alors déjà, on peut les classer en 2 groupes, les épreuves individuelles et les épreuves qui se font en équipe. Voilà. Alors les épreuves individuelles, donc vous êtes seul face au reste de la masse, du peloton. Alors du coup, il y a 4 épreuves individuelles. Alors, qui se différencient principalement par leur distance, la manière dont les joueurs partent, vous allez voir, c'est un petit peu différent, et ce qui se passe en cas de cible manquée. Alors, donc dans un premier temps, on a l'individuel. Voilà, une épreuve individuelle qui s'appelle l'individuel, c'est pas sorcier. Donc là, c'est une course plutôt longue qui va faire du coup 5 tours. Et là, en fait, il y a un départ toutes les 30 secondes. C'est-à-dire que le premier, donc il y a un mec qui part en premier, ensuite le deuxième 30 secondes après, le troisième 30 secondes après, etc. jusqu'à que tout le monde soit parti.
Voilà, alors quand je dis tout le monde, c'est il y a plus d'une centaine de coureurs en général, en tout cas chez les hommes. Chez les femmes, j'ai pas regardé, mais chez les hommes, il y a plus de quasiment 100 ou plus de 100 coureurs qui partent. Donc voilà. Donc du coup, ils partent chacun, et le but du jeu, c'est de faire le meilleur temps, tout simplement. Donc du coup, c'est pas parce que vous arrivez premier que vous avez fait le meilleur temps. C'est un petit peu comme un contre. En fait, on peut comparer ça au contre-la-montre à vélo. Voilà, en Tour de France, etc. Au cyclisme, quoi. Donc voilà. Alors, donc il y a un départ tous les 30 secondes. Et si jamais vous manquez une cible, en fait là, on vous rajoute 1 minute de pénalité à votre temps à la fin. Voilà. Donc en gros, si jamais vous avez fait, alors je vais dire une bêtise, hein, si vous avez fait, je sais pas moi, 26 minutes pour faire toute la course, donc vos 5 tours, etc., vos tirs et tout, et que vous avez loupé deux cibles, donc 26 minutes plus du coup les 2 minutes de pénalité, ça va vous faire 28 minutes au total. Voilà. Et donc du coup, votre temps au total sera de 28 minutes. Voilà. Donc du coup, voilà, j'en parlerai après, mais pourquoi c'est 1 minute, c'est important. Mais voilà, grosso modo, c'est une course longue, départ tous les 30 secondes, chacun fait sa course, et puis à la fin, on regarde, en fonction des pénalités, qui a gagné l'individuel, etc. Ensuite, là, mince, j'ai pas cliqué sur le bon truc, la deuxième épreuve... Ah, attendez, ah mais vous voyez pas, pardon, faut me dire hein, pour la cam. Fallait me dire pour la cam, c'est vrai que je pense pas la bouger. Voilà, vous voyez bien, donc course longue, départ tous les 30 secondes et 1 minute de pénalité. Ensuite, on va avoir du coup comme deuxième épreuve le sprint. Alors là, le sprint, c'est une course, du coup, évidemment, comme son nom l'indique, plutôt rapide, plutôt courte en fait, en réalité. Parce que du coup, il n'y a que 3 tours. Ce qui fait donc qu'il va y avoir seulement 2 séances de tir. Alors que pour l'individuel, on avait 5 tours et donc 4 séances de tir. Donc ici, on va avoir 3 séances de tir. Et du coup, toujours un départ toutes les 30 secondes. Ça bouge pas. Et là, en revanche, ce qui va surtout changer, c'est qu'en fait, quand vous manquez une cible, vous n'avez pas 1 minute de pénalité en plus. Là, ce que vous faites, c'est que vous devez aller faire un tour de pénalité. Alors ça, je ne l'ai pas mis sur le schéma d'avant. Mais en fait, juste à la sortie de la zone de tir, il y a ce qu'on appelle un anneau de pénalité. Et du coup, si vous manquez une des cibles, vous devez faire un tour de pénalité par cible que vous avez raté. Voilà, donc si vous ratez 3 cibles, vous devez faire 3 tours de pénalité. Voilà, donc c'est assez pénalisant. Ce qui différencie en fait par rapport à l'individuel, c'est que quand on fait un tour de pénalité, en général, c'est, on va dire, entre 20 et 30 secondes. C'est autour des 25 secondes que ça, voilà, ça nous fait perdre, on va dire, voilà, entre 25 et 30 secondes. Donc du coup, vous voyez bien que sur l'individuel, pour chaque cible manquée, on perd 1 minute, alors que sur le sprint, on perd 25 secondes. Voilà, donc du coup, ce qui fait que l'individuel, ça favorise vraiment les bons tireurs, parce que plus vous allez manquer de cible, plus en fait l'écart que vous allez prendre par rapport aux autres, il est important et surtout il n'est pas rattrapable. Voilà. Donc voilà, l'individuel, la différence entre l'individuel et le sprint, grosso modo. Une chose que j'ai pas dit et que je voulais vous dire, ah oui, c'est l'alternance des tirs. C'est-à-dire qu'on va avoir des tirs debout et des tirs couchés. Voilà, donc pour la course longue, on va alterner. Alors je sais plus si c'est 2 debout puis 2 couchés ou si c'est 1 debout, 1 couché, 1 debout, 1 couché. Ça, je sais plus. Voilà, je vous laisserai regarder en direct, vous verrez. Et pour le sprint, c'est un de chaque. Voilà, en commençant par le debout. Non, en commençant par le couché, je crois. Je crois, hein, si je dis pas de... Hop, si je dis pas de bêtises. Alors, ensuite, la troisième épreuve qu'on va avoir, c'est la poursuite. Voilà. Alors la poursuite, qu'est-ce que c'est? Donc là, il y a une petite subtilité. Donc c'est une course de 5 tours. Voilà, course moyenne parce qu'elle est moins longue quand même que l'individuel. Elle fait 5 tours, mais c'est des tours plus petits, vous l'imaginez bien. C'est des tours plus petits, donc voilà, elle est un petit peu moins longue que vraiment l'individuel, qui est vraiment une grosse épreuve, assez épuisante. Et là, du coup, le départ, en fait, il va se faire en fonction du sprint. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du sprint, on va regarder les écarts qu'il y a entre les participants. Et cet écart-là, on va le reporter pour déterminer le départ des athlètes pour la poursuite. C'est-à-dire, par exemple, si un athlète finit la course et que le deuxième, il finit à, on va dire, aller à 13 secondes, 13,4 secondes, on va dire 13 parce qu'il y a des arrondis, 13 secondes du premier au sprint, et bah à la poursuite, il partira 13 secondes après le premier. Voilà. Et on fait ça en fait pour chaque personne. C'est-à-dire que si vous finissez, si vous faites le même temps que quelqu'un ou 1 seconde après lui, bah vous allez partir en même temps ou alors 1 seconde après lui. Voilà, donc du coup il y a plusieurs sas de départ évidemment. Donc voilà.
Donc c'est assez intéressant parce que du coup, voilà, il y a vraiment ce truc de se dire, là par contre on court en même temps un peu que les meilleurs, etc. Il y a vraiment quelqu'un à rattraper, quoi. Faut qu'on finisse avant la personne qui est avant. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Et ensuite, il y a la dernière épreuve qui est vraiment la plus grosse épreuve et personnellement je trouve la plus intéressante à suivre, qui est la Mass Start, ou le départ groupé en français. La Mass Start. Alors du coup c'est une course, donc toujours pareil, 5 tours. Et là en fait, bah, Mass Start, tout le monde part en même temps. Voilà. Tout le monde part en même temps, départ groupé. Alors, il n'y a pas les 120 comme je vous ai dit qui partent en même temps. En fait là ça va être que il me semble les 30 premiers, 30 ou 40, 30 premiers je crois, de l'individuel ou du sprint, ça dépend, qui vont prendre le départ. Voilà, donc pour faire la Mass Start, il faut en fait se qualifier en finissant dans les 30 meilleurs, soit au sprint, soit à l'individuel, je sais plus exactement. Voilà, et là du coup, comme pour la poursuite et le sprint, en cas d'échec, ça va être il faut faire un tour de pénalité. Il faut aller parcourir l'anneau de pénalité. Voilà. Voilà pour les 4 épreuves individuelles. Donc on a l'individuel, le sprint, la poursuite et la Mass Start. Voilà. Qui se différencient par les minutes de pénalité, les distances et puis la manière dont on part. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Franchement, il n'y a pas un million de choses à savoir. Voilà, c'est assez simple dans l'ensemble. Après, voilà, ça se fait en regardant, etc. On en apprend petit à petit et franchement, c'est ok, quoi. Alors, ensuite, du coup, on va avoir les épreuves en équipe. Voilà. Alors là, c'est un petit peu plus simple parce que c'est tous des relais, évidemment. Et donc, du coup, on va avoir, donc il n'y en a que 3. Il va y avoir donc le relais mixte simple. Bon, je vous le mets direct. Le relais mixte et le relais. Alors, comment ça se passe? En gros, le relais mixte simple, c'est un relais de 2 personnes, avec un homme et une femme. Voilà, relais mixte, parce que du coup, homme et femme, et simple, parce qu'il y a un seul de chaque genre, un homme, une femme. Ensuite, le relais mixte, lui, du coup, qui va être homme et femme, et comme on n'est pas en simple, en fait, il va y avoir 2 hommes et 2 femmes. Voilà. Et ensuite, le relais, qui lui, du coup, va être par genre, c'est-à-dire, il va y avoir le relais homme, donc 4 hommes, et le relais femme, 4 femmes. Voilà. Donc, du coup, en fait, à chaque fois, il y a un athlète qui va faire 2 tours. Du coup 3 tours en gros, parce qu'il fait les tirs, etc. Il va faire du coup 3 tours et 2 tirs, et qui du coup passe le relais à celui d'après, quoi. Voilà. Donc du coup on a à chaque fois un couché et un debout. Voilà, pour chaque athlète. Et là du coup la subtilité, ce qui change par rapport aux épreuves individuelles, c'est que là on a plus soit une minute, soit un tour de pénalité, enfin on peut l'avoir. Mais en gros on a ce qu'on appelle des balles de pioche. C'est-à-dire qu'en fait quand le biathlète tire, alors j'aurais pu vous mettre un petit schéma, il a... Attends, je viens de voir que c'est hyper sombre ma tête. C'est beaucoup plus clair tout à l'heure. En gros ils ont des balles de pioche, c'est-à-dire qu'en fait quand ils tirent, ils ont une petite réserve, un genre de petit chargeur, quoi, un petit réservoir. Ils ont une réserve avec du coup 3 balles, ce qu'on appelle du coup des balles de pioche. Et en fait quand il manque une cible, ils doivent venir récupérer cette balle pour la mettre dans leur chargeur, enfin pour la mettre pour qu'ils puissent la tirer tout simplement. Du coup ça fait perdre du temps. Voilà, ça fait du coup se déconcentrer, aller la chercher, etc. Donc ça fait perdre du temps quand même. Parfois ça arrive même, petit truc un petit peu pour comprendre, ça arrive même que le réservoir en fait gèle. Il suffit qu'il y ait un peu d'eau qui rentre. Et du coup, comme souvent c'est des températures négatives, ça va geler. Donc du coup, il faut qu'ils aillent. C'est compliqué, ils ont des gants, c'est compliqué à aller chercher et tout. Donc ça peut être très handicapant et faire perdre 10-20 secondes. Et puis surtout, ça peut faire péter un plomb. Donc voilà. Comment ça se passe les épreuves en équipe? Ça va être des tours. Donc il y a 3 relais, juste un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, et puis soit 4 hommes, soit 4 femmes. Voilà. Grosso modo. Donc on a en tout 7 épreuves différentes. Et donc 4 en individuel et puis 3 en équipe. Donc en termes de calendrier, en général le biathlon c'est le week-end. Alors le week-end élargi, c'est-à-dire que souvent ça commence le jeudi. Ça peut même commencer le mercredi parfois. Mais du coup voilà, c'est vraiment sur la fin de semaine, c'est du jeudi globalement au dimanche. Et il n'y a pas toutes les épreuves à chaque fois. Alors il y en a plusieurs de chaque. Il y en a plusieurs individuels, plusieurs en équipe. Mais il n'y a pas forcément toutes les épreuves à chaque fois. Et il me semble que s'il y a un type d'épreuve pour les hommes, il va y avoir le même pour les femmes. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, grosso modo, comment ça se passe. Et voilà. Voilà. Alors,
Ensuite, en système pour les points. Donc il y a un système de points. Donc le premier pour chaque course, alors peut-être pas les relais, hein, j'ai peut-être une bêtise, va gagner 90 points. Ensuite le deuxième 75, 60, 50, etc. Puis ça diminue. Et du coup tous ces points là ils servent à quoi? Ils servent en fait à faire un classement. Et il y a deux types de classements. Hop, voilà, alors je vais encore bouger ma cam, parce que voilà, je vais me mettre ici. Nickel. Il y a en fait deux types de classements, c'est-à-dire qu'il y a un classement général, qu'on appelle le grosso modo le gros globe, qui permet à la fin de gagner le gros globe. Donc le classement général avec tous les points, donc toutes les courses comptent, sauf les courses en équipe, donc toutes les courses individuelles en gros. On va ajouter vos points à chaque fois, etc. Et il va y avoir ce qu'on appelle les petits globes de cristal aussi, qui là en fait sont vraiment pour chaque type d'épreuve. C'est-à-dire qu'il va y avoir le petit globe de l'individuel, le petit globe de la poursuite, le petit globe du sprint, le petit globe de la mass start. Voilà. Et du coup, il va y avoir vraiment chacun de ces spécialités, on va dire, va avoir son globe et sa récompense. Donc des fois, on va avoir par exemple des gens qui vont gagner des petits globes, mais qui vont pas gagner le gros. Ça va être une autre personne qui gagne le gros. En général, la personne, le ou la biathlète qui gagne le gros globe gagne un ou deux petits globes avec. Hein. En général, ça se passe comme ça. Pas forcément toujours. Hein. C'est vrai que j'ai pas vraiment l'info là-dessus. Des fois, il y en a un qui rafle tout. Hein. Mais grosso modo, voilà. En général, c'est un petit peu mixé. Il y a toujours quelqu'un qui arrive à aller chercher le petit globe de l'individuel. Voilà, ça dépend. Il y en a qui préfèrent les courses assez courtes. Ça dépend un petit peu des profils de chacun. Voilà. Grosso modo, pour les règles, comment ça se passe. Si vous entendez parler de globe, passez tout simplement le trophée à la fin pour récompenser le gagnant du classement général ou des classements annexes. Voilà. Ensuite, du coup, on peut passer aux stars. Voilà, qui sont un petit peu les... Alors, je dis les stars. Je pense que le mot plus approprié, ça serait un petit peu les peut-être pas les vedettes, mais les figures, les grandes figures, on va dire, du biathlon. Alors, chez les hommes, on va commencer chez les hommes. Hop là, je vois que... Ouais, attendez, je vais me réduire. Tac, parfait. Chez les hommes, on a du coup... alors, j'ai essayé de vous mettre les noms principaux qu'on entend le plus, etc. ou qu'on va entendre le plus. Évidemment, il n'y a pas que cela, il y en a plein d'autres, même chez les Norvégiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que, grosso modo, chez les hommes, les nations les plus fortes, on va dire que dans l'ordre, ça va être Norvège, France, Suède ou Allemagne, à voir. Peut-être la Suède quand même. Voilà, grosso modo, ça va être le top 3, hein, c'est ça. Norvège, France, ça c'est sûr. Et après, la Suède ou l'Allemagne. Voilà, grosso modo, c'est ça. Alors oui, il y avait Fourcade. Je l'ai pas mis parce que je me suis dit tout le monde le connaît en vrai. Et du coup, je l'ai pas mis. Mais oui, évidemment, Martin Fourcade qui a gagné du coup 7 titres de champion du monde. Je crois qu'il a gagné les 7 d'affilée, il me semble. Il en a eu au moins 6 d'affilée. Mais il en a eu, voilà, je crois 7 d'affilée. 7 titres de champion du monde d'affilée. Donc du coup, les gros globes. Donc c'est évidemment énorme. Et voilà, maintenant il est plus là. Et du coup, maintenant c'est Johannes Bö qui rafle tout. En vrai, non, parce que l'année dernière, du coup 2020, enfin la saison, il y a 2 saisons, c'était Quentin Fillon-Maillet, du coup qui avait gagné le classement général, le gros globe. Donc du coup, alors il y a 2 Français que je vous ai mis ici. Donc Quentin Fillon-Maillet, qui est, je pense, le meilleur Français hormis Martin Fourcade sur les dernières années, qui a gagné du coup sur la saison 2021-2022, qui avait gagné du coup le classement général du gros globe. Ensuite, du coup, on a aussi Fabien Claude, voilà, qui est plus jeune, lui, mais du coup qui a jamais été vraiment dans les premières places, mais qui cette année sera peut-être même le meilleur français. On verra un petit peu comment ça se passe. Donc voilà. Ensuite, on a du coup Johannes Bö qui a écrasé la saison dernière, donc un Norvégien. Qui a vraiment écrasé la saison dernière, qui a roulé sur tout le monde, qui a tout gagné, etc. Donc voilà, Johannes Bö, qui a un frère aussi, Tarjei Bø. Voilà, je sais plus s'il est là encore cette année, Tarjei Bø, je crois que oui. Mais voilà, du coup les deux, voilà, surtout Johannes Bö est très très fort et était beaucoup à la lutte avec Martin Fourcade justement à l'époque. Et maintenant, voilà, que Martin Fourcade n'est plus là, Johannes Bö a un petit peu le champ libre, quoi. Et ensuite on a encore un jeune aussi, Sturla Lægreid, qui lui du coup est assez jeune,
qui a fait une belle progression sur la saison dernière, surtout il a bien éclos, et qui du coup voilà trône maintenant, et puis peut clairement jouer un podium, voire même peut-être si jamais Johannes Beu a une peste de forme ou quoi, il peut jouer clairement la gagne cette année aussi, cette saison. Non, Quentin n'a pas arrêté, non, il court toujours. Il est, de ce qu'on dit en tout cas, de ce qu'il y a eu cet été, etc., moins bon. Parce que du coup, l'été, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des compétitions aussi. Mais du coup, c'est du ski avec des roulettes. C'est du ski sur roue. Donc, il y a beaucoup moins cette sensation de glisse. Donc, c'est quand même moins... Attends, je sens que j'ai mon nez qui se bouge par contre. C'est terrible. Il y a quand même moins cette sensation de glisse, donc c'est quand même moins représentatif. Mais ouais, non, Quentin Fillon-Maillet n'a pas arrêté. Hein, il est encore là et... on verra ce que ça donne, on verra suivant sa forme. Parce qu'en fait, il y a eu aussi une course il n'y a pas longtemps là. Je crois que c'était le week-end dernier. Il y a eu une course en Norvège où il y avait plein de nations. Et du coup, on a pu voir, c'était un peu la première course sur neige, etc. Où il y avait un peu tout le monde et on pouvait voir un petit peu les forces en présence. Mais il n'y avait pas la Suède et la France. Voilà. Donc, alors, il se trouve que durant cette course, la Norvège a roulé, enfin, a glissé sur tout le monde. C'est-à-dire que ils allaient à une vitesse incroyable en ski, parce qu'il y a eu un changement cette année qui fait qu'on peut plus mettre de produits. Il y avait du fluor, avant on mettait du fluor sous les skis pour favoriser la glisse. On peut plus cette année, et donc du coup, il fallait s'adapter. Et apparemment les Norvégiens ont réussi à s'adapter mieux que tout le monde, parce que voilà, ils ont vraiment roulé sur tout le monde, glissé sur tout le monde, comme vous voulez. Il y avait des écarts vraiment énormes, même avec des athlètes qui d'habitude, voilà, tiennent un peu la baraque, etc. Là, il y avait vraiment des gros écarts, donc on verra ce que ça donne. On espère que ça va pas complètement fausser, enfin pas fausser, mais voilà, biaiser complètement le championnat, et que ça va pas être plié en 2 week-ends, qu'on se dit pas ah, c'est bon, on sait que tout est déjà joué. On verra comment ça se passe. Donc voilà, grosso modo, les 4 figures. Alors, il y a un peu de français évidemment, mais il y en a d'autres. Hein. Je pense à Martin Ponsiluoma chez la Suède. Il y a un autre Suédois aussi que j'ai oublié. Martin Ponsiluoma et... Non, j'ai oublié, ouais, je l'ai plus son nom. Il y a aussi Vetle Christiansen chez les Danois. Voilà. Il y a du beau monde. Et voilà. Et ensuite, du coup, chez les femmes. Alors chez les femmes, c'est un peu plus ouvert. C'est plus intéressant, franchement. C'est un peu plus ouvert. Donc on a, comme française, on a Julia Simon qui a gagné l'année dernière, qui a un petit peu roulé sur tout le monde aussi l'année dernière. Et du coup, donc c'est la numéro 1 française, même peut-être on va dire mondiale aussi. Et voilà, donc cette année elle remet son titre en jeu. Alors il y a une petite polémique hein, qui a secoué notamment l'équipe féminine de biathlon en France, l'équipe française de biathlon. Voilà, il y a eu une petite polémique, je reviendrai pas dessus, je vous laisserai regarder pour renseigner. Mais voilà, Julia Simon, donc on verra comment elle gère ça, comment elle gère cette situation. Julia Simon. On a aussi du coup Lou Jean Monod qui est assez jeune, un petit peu à l'image de Fabien Claude hein, qui va émerger cette saison, qui a fait des très belles performances la saison passée. Et du coup on espère voilà, la voir souvent à l'avant cette saison. Voilà, je sais plus quel âge elle a, mais elle est assez jeune aussi, donc c'est prometteur pour l'avenir. En tout cas, le biathlon féminin pour l'avenir est assez prometteur. Ensuite, on a Lisa Vitozzi, donc une italienne, qui du coup voilà, est là depuis un certain nombre d'années aussi, et voilà, elle est très très forte, et peut-être peut jouer même la gagne si jamais. Voilà, il y a un coup à jouer, quoi, très clairement. Et puis on a une Norvégienne, hein, évidemment, il y en a partout des Norvégiens. Ingrid Tandrevold, voilà, qui est du coup la meilleure Norvégienne, je pense, et qui du coup va essayer de jouer la gagne aussi, qui peut-être est même la favorite cette année pour remporter le classement général, quoi, le gros globe. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, c'est ça, j'ai fait le tour. Je vous ai présenté un petit peu tout ce qu'il fallait pour pour kiffer, pour que vous appréciez votre hiver. Voilà, l'essentiel pour kiffer votre hiver, comme j'ai marqué. Et voilà. Voilà, grosso modo, les règles dans leur ensemble. Donc évidemment, il y a encore plein de choses à dire. J'aurais pu dire plein de choses. Mais voilà, je voulais pas trop vous embrouiller. Je voulais pas qu'on commence à partir dans les détails, etc. Et je voulais que ça reste assez simple pour vous. Voilà, comme ça au moins on part pas dans les détails. Après, moi je connais pas vraiment tous les détails non plus. Hein. Il y a des choses que j'ai apprises, hein, même ici. Donc même le fait que l'individuel, ça soit une pénalité de 1 minute, je savais pas.
Je savais qu'il y avait une minute dans une des épreuves, je savais pas où c'était. Donc voilà, je trouvais même intéressant aussi pour moi, pour apprendre des choses et tout. Donc c'était toujours sympa. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie surtout d'aller regarder ce sport qui est vraiment trop bien. Il se passe toujours des choses, c'est incroyable. Il y a des rediffs sur YouTube si vous voulez. Après les rediffs, évidemment, on est moins dedans, mais je vous invite un week-end si vous avez rien à faire à vous poser et vous regardez. Le mieux c'est de regarder les deux courses qu'il y a. Souvent il y a 2 courses par jour, une homme et une femme. Je vous conseille de les regarder parce que voilà, c'est trop bien. En plus vous pouvez faire autre chose en même temps et vraiment vous levez la tête un peu quand il y a les tirs. Et puis hop, quand ils repartent à ski, vous faites autre chose et tout. Donc c'est assez cool. Un peu comme un live Twitch en fait. Vous pouvez faire autre chose en même temps et vous levez la tête de temps en temps quand il y a des choses un petit peu intéressantes. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et voilà, je vous souhaite de passer un très bon hiver. Et on va vivre du biathlon sur la chaîne aussi, parce que y a un jeu de biathlon qui existe, alors qui est pas incroyable, hein, c'est pas FIFA, mais c'est développé par un mec solo. Mais du coup j'ai testé ce jeu et franchement il fait largement le taf. Il y a d'autres streamers qui le stream également. Le jeu fait largement le taf. Donc voilà, je vais streamer ce jeu cet hiver, faire une campagne un petit peu. Il y a un mode carrière. Donc je vous invite à me suivre sur cette chaîne si jamais ça vous intéresse, à venir voir, jeter un petit coup d'œil. Vous êtes les bienvenus. Voilà, le message est passé.